à tous, bienvenue dans Rencontre. L'industrie automobile mondiale a été durement touchée par la pandémie de Covid-19. La chaîne logistique a été interrompue et certaines usines ont même dû arrêter leur production. Le marché automobile mondial s'est enfoncé dans une crise historique. Dans ce contexte, quels sont les défis et opportunités de l'industrie automobile? Quel est le potentiel de développement du marché automobile chinois? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre émission M. François Mérion, président de Valeo Chine. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bienvenue dans notre émission. Comment l'épidémie de Covid-19 a-t-elle affecté les multinationales du secteur automobile installées en Chine? Alors bien évidemment, dès janvier, Valeo Chine a été fortement touchée par l'épidémie. Nous avons dû fermer l'essentiel de nos usines la dernière semaine de janvier. Et à partir de ce moment-là, nous avons mis en place un grand effort avec l'objectif de rouvrir nos activités, avec la priorité numéro 1 qui était d'assurer la santé et la sécurité de nos employés. Donc pour cela, un protocole de santé très fort a été mis en place, qui était d'abord élaboré par les équipes Chine et il a été ensuite déployé dans le reste du monde lorsque l'épidémie s'est étendue. Dans un deuxième temps, notre deuxième priorité a été évidemment d'assurer la continuité du service, la continuité de service à nos clients dans de bonnes conditions de sécurité. Et donc, nous avons travaillé très dur pour ouvrir l'ensemble de nos usines. Et je suis vraiment très fier de ce qu'ont réussi à faire les équipes chinoises. Elles ont réussi, dès le 28 février, nous avions déjà rouvert 32 de nos 35 usines, les 3 restantes étant situées dans la ville de Wuhan, qui ont, elles, rouvert vers la mi-mars. Et en fait, cette année, le secteur automobile a été très durement touché par cette épidémie, mais pourtant, beaucoup d'entreprises étrangères installées en Chine ont connu une bonne croissance. D'après vous, quelles sont les principales raisons? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un très fort rebond du marché automobile à partir du deuxième trimestre. Donc, si on prend Valeo, dès la dernière semaine d'avril, nous avions atteint le niveau de l'an dernier. En deuxième trimestre, nous avons réussi à croître de 17%, c'est 12 points au-dessus du marché automobile chinois à ce moment-là. Au troisième trimestre, la tendance a continué avec une croissance de 11%, qui était elle-même 4 points au-dessus de surperformance par rapport au marché chinois. Alors pourquoi cette vigueur de la croissance? On a bien sûr le rebond de l'économie chinoise à partir du deuxième trimestre, de manière générale, de la demande intérieure. La deuxième raison, c'est que l'automobile est portée par une demande de mobilité individuelle, notamment dans un contexte de risque de contagion. Et enfin, la troisième raison, c'est que il faut se souvenir que l'année 2019 était une année qui avait été difficile pour le marché automobile chinois, donc on se comparait à une année qui était relativement faible. Ça, c'est pour le marché. Et ensuite, si on regarde pourquoi Valeo a surperformé pendant tous ces trimestres, c'est essentiellement grâce au fait que nous avons déployé de nouvelles technologies, lancé des démarrages de production dans nos usines qui soutiennent une croissance supérieure à l'ensemble du marché. Est-ce que les habitudes des consommateurs ont changé? Est-ce que ce qui a suscité la vente? Oui, je le pense en partie. On a vu effectivement les transports en commun qui ont connu, disons, une baisse de la demande et qui a dû en partie se reporter sur l'automobile. Et la deuxième raison, c'est aussi le fait qu'il y a une très forte demande du marché intérieur chinois en raison de la confiance des consommateurs chinois dans l'économie chinoise. Et durant l'exposition internationale d'importation de la Chine qui vient de se clôturer à Shanghai, le pavillon automobile a attiré l'attention des visiteurs. Et beaucoup d'entreprises ont dévoilé leurs nouveaux modèles et déclaré vouloir investir davantage dans le marché chinois. Qu'est-ce qui rend, d'après vous, le marché chinois si attractif? Alors déjà, le marché chinois, il faut savoir que c'est le premier marché automobile au monde, devant l'Europe, devant l'Amérique du Nord, qui a déjà la taille du marché. La deuxième raison, c'est les perspectives de développement de ce marché. C'est un marché qui est au cœur de la politique qui s'appelle en chinois Guoji Guonei
Shuangxuan, c'est qui se traduit par la double circulation, c'est-à-dire à la fois le développement en parallèle de l'économie extérieure de la Chine et en parallèle le développement des échanges avec l'extérieur, avec l'international. Le marché automobile est au cœur de cette politique et donc le marché, on est confiant dans son développement sur les prochaines années. En fait, il y a une troisième dimension qui est non seulement la taille et l'évolution du marché, mais aussi l'évolution technologique à l'intérieur de ce marché qui représente de très fortes opportunités pour beaucoup d'acteurs dans le monde de l'automobile. Et par cette évolution technologique, j'entends l'électrification des véhicules, j'entends les véhicules qui sont de plus en plus intelligents et connectés, et enfin des changements en matière de mobilité, des nouvelles mobilités qui apparaissent, donc par exemple à travers des voitures qui sont partagées, ou aussi avec même des nouveaux véhicules, par exemple des véhicules de livraison de repas totalement autonomes, ou qui sont capables de désinfecter des zones de la ville. On voit qu'avec cet énorme essor des technologies, il y a un très fort potentiel, et potentiel pour lequel Valeo est très bien positionné pour en profiter grâce à nos technologies dans l'électrification, dans l'électronique d'assistance à la conduite et dans la connectivité. Et cette année, la nouvelle zone de Pudong fête son 30e anniversaire. Le groupe Valeo est implanté à Shanghai depuis 1994. Quel regard portez-vous sur la transformation et le développement économique de cette zone au fil des années? Alors, on s'est installé effectivement en 1994 à Shanghai, en 1995 dans la zone de Pudong, avec une usine qui est une usine de machines électriques, donc qui fabrique des alternateurs et des démarreurs. Aujourd'hui, cette usine est devenue la première usine dans le monde pour cette activité, et elle développe également des nouvelles technologies, donc des technologies d'hybridation légère, des machines à 48 volts, qui sont des machines électroniques très innovantes, qui sont à la fois développées et produites dans cette usine. Donc on a bénéficié à travers donc nos installations à Pudong du très fort développement de la zone et des conditions favorables à l'intérieur de cette zone. Et Shanghai est une ville qui attire beaucoup d'entreprises étrangères, dont un grand nombre sont installées dans la zone de Pudong, comme par exemple le groupe Valeo. Quels sont les atouts de la zone Pudong qui la rendent aussi attractive auprès des investisseurs étrangers? Alors, bien sûr, il y a d'abord un environnement favorable en matière de politique et d'environnement des affaires. Il y a également les raisons donc avec la proximité du port de Shanghai, qui est le premier port du monde, proximité de l'aéroport, mais aussi l'accès aux zones maritimes et fluviales et terrestres, des routes terrestres. Donc ça, c'est pour la dimension logistique. Et enfin, évidemment, la zone de Pudong est au cœur de la ville de Shanghai, qui est une ville qui représente un immense réservoir de talents grâce aux universités qui forment des ingénieurs de très haut niveau, et avec un esprit très tourné vers l'extérieur, un esprit de coopération internationale très fort à Shanghai. Et en tant que résident à Shanghai, quels sont les principaux avantages qu'a apporté à la ville le développement de cette zone? C'est vrai qu'en tant que résident de Shanghai et en tant que donc, personne qui vit en Chine depuis très longtemps, j'ai été frappé par l'évolution du pays et de la ville de Shanghai en particulier sur ces 30 dernières années. Donc permettez-moi de vous raconter une anecdote. Je suis venu pour la première fois en Chine en 1995, et à l'époque on voyait encore beaucoup d'ouvriers prendre leur vélo pour aller à l'usine. Quand je suis revenu en 2005, c'était à la ville de Shanghai, les vélos avaient totalement disparu, la ville était urbanisée, les voitures étaient partout. La ville avait embrassé les technologies du moment. Et donc je me suis installé en 2018 à Shanghai, et là j'ai été frappé de voir que les vélos étaient revenus dans la rue, mais sous une forme totalement différente. Ils étaient revenus sous la forme de vélos partagés, présents partout, et donc montrant que la ville avait à son tour embrassé les nouvelles technologies du moment, c'est-à-dire l'économie partagée, la digitalisation et les opportunités offertes par la digitalisation de l'économie.
Donc on voit que globalement, le pays, la ville de Shanghai et la zone de Pudong en particulier, ont été capables d'embrasser les nouvelles technologies du moment et d'assurer le développement économique. Et avec l'élaboration du 14e plan quinquennal, la zone de Pudong va s'ouvrir encore davantage. Quelles vont être les nouvelles opportunités à saisir? Alors, le plan quinquennal prévoit en particulier un renforcement des véhicules électrifiés, des véhicules donc électriques ou hybrides, qui est un marché qui se porte déjà très bien en Chine, puisque donc dès septembre, ne serait-ce qu'en septembre dernier, le marché avait cru de 67% le marché des véhicules à énergie nouvelle. Le plan quinquennal vient renforcer cette dimension-là. Et comme je l'ai mentionné, notre usine de Pudong, qui développe et fabrique des technologies d'hybridation nouvelles, va pouvoir bénéficier de cette évolution. Je suis confiant qu'on recevra tous les supports nécessaires de la part du gouvernement de la ville de la zone pour permettre l'essor de cette technologie. Et les voitures à énergie nouvelle font partie de la liste des industries émergentes stratégiques dans l'élaboration du 14e plan quinquennal. D'après vous, quels effets concrets cette décision aura-t-elle sur l'industrie automobile chinoise et le marché automobile chinois? Alors clairement, ce plan quinquennal, il est très favorable aux nouvelles technologies dans l'automobile, aux nouvelles technologies, comme vous le mentionnez, des véhicules à énergie nouvelle et à l'hybridation, mais aux technologies d'assistance à la conduite et de connectivité. Et ce qui est particulièrement intéressant dans l'approche telle qu'on la voit ici, c'est une approche qui vise, à travers des plans, justement, à développer l'ensemble de l'écosystème. Parce que l'avènement du véhicule à énergie nouvelle, il n'est possible que dans le cadre du développement de l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire qu'il faut en même temps développer les bornes de recharge pour que les utilisateurs puissent recharger les voitures. Il faut évidemment soutenir l'achat et la construction de véhicules à énergie nouvelle, grâce soit à des subventions, soit à des réglementations. Mais aussi, il faut soutenir l'ensemble de la filière d'approvisionnement de ces nouvelles technologies, y compris une société comme Valeo, donc qui est un équipementier, nous fournissons de l'électronique et des moteurs, mais aussi des systèmes thermiques pour les véhicules à énergie nouvelle. Et même en dessous, soutenir l'ensemble de notre chaîne de fournisseurs, notamment dans l'électronique de puissance. Et c'est ça qui est intéressant dans l'approche planificatrice telle qu'elle est décrite dans le plan quinquennal, c'est que ça permet de développer d'un coup l'ensemble de l'écosystème. Et ce qui est vrai pour également vrai pour le développement de l'écosystème autour du véhicule autonome et intelligent. Et quel est votre regard sur le boom actuel des voitures à énergie nouvelle, des voitures électriques sur le marché chinois? Alors, je pense que c'est un boom et une croissance qui va continuer dans les prochaines années en raison de la profonde transformation du marché, transformation de ce que souhaitent les consommateurs et aussi des perspectives, le fait que ça s'inscrit dans des perspectives de long terme. Et le Conseil des affaires d'État de la Chine a dévoilé récemment son plan de développement pour l'industrie des véhicules à énergie nouvelle pour la période de 2021 à 2035. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce plan de développement? Quelles sont les informations utiles? Alors, il y a une information centrale dans à la fois ce plan de développement et l'ensemble des travaux qui l'ont accompagné, et notamment la feuille de route de l'industrie automobile qui a alimenté ce plan. Et cette vision, c'est l'idée qu'en 2035, il devrait y avoir en Chine la moitié des véhicules sous forme de véhicules à énergie nouvelle, c'est-à-dire purement électriques ou hybrides rechargeables, et la moitié des véhicules électrifiés d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire au minimum. Et moi, je trouve qu'il y a deux choses extrêmement intéressantes. La première, c'est que c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution unique dans le marché chinois, parce que la Chine est un pays complexe, c'est un pays très vaste, avec des environnements très, très différents les uns des autres, entre les villes urbaines côtières ou les grands plateaux à l'ouest.
Et donc, il n'y a pas de technologie unique. La deuxième, c'est que tous les véhicules auront au moins un moteur électrique. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour une société comme Valeo. On a développé 8 plateformes technologiques. On est le leader dans l'électrification. Ces 8 plateformes technologiques, elles permettent d'adresser l'ensemble des technologies, que ce soit des véhicules électriques ou des véhicules hybrides, et quelle que soit la forme d'hybridation. Et on est présent non seulement dans la pure électrification, donc la machine électrique et l'électronique qui permet de la commander, mais également dans les systèmes de refroidissement, dans les systèmes d'air conditionné, qui doivent être spécifiques pour les véhicules électriques. Donc on y voit un très grand intérêt et notamment l'intérêt de pouvoir s'inscrire dans des perspectives de développement longues. Donc 15 ans, c'est d'autant plus important que le développement de ces technologies nécessite de très forts investissements qu'on a fait et dans lesquels il faudra assurer le retour. Et le plan propose également de renforcer la coopération internationale dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle. Selon vous, quel rôle pourront jouer à l'avenir des entreprises comme Valeo? Alors, une entreprise comme Valeo, elle s'inscrit pleinement dans ce développement. Donc, nous sommes un fournisseur de technologie, c'est-à-dire qu'on fournit à nos clients, qui sont les constructeurs automobiles, les technologies dont ils ont besoin pour justement développer les nouveaux types de véhicules. Et non seulement on développe ces technologies, mais en plus on fait en sorte que ces technologies soient abordables. Parce que le gros enjeu pour le développement de ces véhicules à énergie nouvelle, c'est qu'ils soient abordables pour le consommateur. Et la troisième force de Valeo, c'est le fait d'être une entreprise qui est à la fois internationale et également locale. Donc, nous produisons localement pour le marché local. Donc, l'ensemble de nos produits fabriqués en Chine sont pour le marché chinois. De même que les produits pour l'Europe sont d'origine européenne pour l'essentiel et les produits nord-américains sont d'origine nord-américaine dans leur fabrication. Mais on est aussi une entreprise internationale qui est capable de faire des développements de technologies dans une zone, par exemple en Europe ou par exemple en Chine. Et une fois que cette technologie est développée, de la déployer dans l'ensemble des pays. Et malgré l'épidémie, l'économie chinoise a redressé progressivement et a enregistré une croissance au troisième trimestre. Quel est le potentiel de développement du marché? Alors là, effectivement, l'économie chinoise c'est totalement rétablie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est rétablie dans l'ensemble de ses composants, c'est-à-dire qu'elle s'est rétablie dans la consommation intérieure, elle s'est rétablie à travers donc la production industrielle, que ce soit à destination locale ou vers l'export. Donc, on bénéficie évidemment en tant que marché automobile euh, du, euh, du, euh, du développement de l'économie parce qu'il n'y a pas de développement du marché automobile sans que les consommateurs d'un pays soient très convaincus de la bonne santé de l'économie dans laquelle ils se trouvent. Donc, moi, je pense que on va continuer à voir dans les prochaines années le développement de l'économie chinoise grâce à la fois, comme tu le mentionnais, ce développement de la demande intérieure en parallèle du renforcement des relations et d'échanges avec le reste du monde. Avez-vous dû réajuster vos stratégies de développement après l'épidémie? Quels sont vos nouveaux projets, nouvelles politiques? Alors, évidemment, l'épidémie vient avec nous a fait réfléchir sur quels sont les bons produits. Donc, alors, c'est un peu anecdotique, mais on a pensé aux produits qui pouvaient être directement favorables à l'épidémie, donc je pense, enfin, à la lutte contre l'épidémie. Donc, je pense par exemple à des filtres dans les véhicules qui permettent de filtrer les particules et les virus ou microbes venant de l'extérieur. Également des technologies qui ont été développées en Europe qui permettent de stériliser, par exemple, l'environnement
d'un bus, de tout véhicule de transport en commun, qui sont des technologies qui luttent directement contre l'épidémie. On voit également un regain d'intérêt dans tout ce qui est véhicules automatiques, soit de livraison de repas, soit de désinfection, donc ce qu'on appelle des droïdes dans notre monde. Des droïdes donc totalement autonomes qui ont un intérêt dans un environnement où on cherche à limiter évidemment les contacts. Mais plus fondamentalement, évidemment, cette épidémie nous a aussi incité à renforcer notre compétitivité, à être encore plus attentif à la nécessité de pouvoir délivrer des produits non seulement à forte amplitude technologique, mais aussi à un coût abordable pour les consommateurs. Et la Chine et la France coopèrent depuis longtemps dans la protection de l'environnement. Comment envisagez-vous la relation ou la synergie entre l'homme, la voiture et l'environnement? Il y a effectivement un triptyque homme, automobile, environnement. Donc si on commence par l'homme et l'environnement, moi, je suis très heureux de voir que partout dans le monde, il y a une prise de conscience par l'humain de la nécessité de protéger son environnement. Et ça se traduit du coup par un impact sur la relation entre la voiture et l'environnement. Aujourd'hui, la voiture doit être de plus en plus respectueuse de l'environnement, et c'est tout l'enjeu du développement des véhicules à basse consommation, des véhicules à énergie nouvelle, pour faire en sorte que la voiture soit elle-même plus respectueuse de l'environnement. Et dans la troisième branche du triangle, la relation entre l'humain et la voiture, le véhicule, évolue aussi très fortement en ce moment. Par exemple, à travers un domaine qui est le domaine de l'assistance à la conduite. On a des véhicules qui sont aujourd'hui de plus en plus intelligents, qui prennent des décisions, qui agissent à la place du conducteur pour l'aider aujourd'hui dans sa conduite. Et demain, avec l'avènement du véhicule autonome, on aura un profond changement dans la relation, puisqu'aujourd'hui, c'est l'humain qui conduit la voiture, et demain, ce seront les voitures qui conduiront les humains. Et le groupe Valeo attache beaucoup d'importance à la protection environnementale et au développement durable. Dans cette optique, quelles stratégies et mesures ont été mises en place? Alors, c'est tout à fait exact. Nous sommes une société qui a pris conscience des enjeux environnementaux et sociaux. Et ça se traduit notamment par le fait que la société MSCI note Valeo AAA, c'est-à-dire le niveau de notation le plus élevé en matière de responsabilité sociale, environnementale et bonne gouvernance. Alors pourquoi? Parce que pour deux raisons essentielles. La première, c'est que nous avons des technologies qui sont directement utiles pour protéger l'environnement. 57% du chiffre d'affaires de Valeo est dédié à des technologies qui sont permettent directement la réduction des émissions de CO2 par les véhicules. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans nos appareils de production, nous avons depuis longtemps eu à cœur de limiter l'impact environnemental de nos usines et de prendre en compte les enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Donc ça veut dire réduction de l'énergie, réduction de la consommation en eau et de limiter l'impact environnemental de manière générale de nos usines. Alors c'est vrai partout dans le monde, c'est vrai évidemment en particulier en Chine. Et là, par exemple, tout récemment, dans l'usine de Nankin, nous avons mis en place une politique assez intelligente de détection grâce à des systèmes électroniques de microchutes dans notre système d'air comprimé. Et grâce à ça, en détectant les microchutes et en les colmatant immédiatement, nous avons pu réduire notre consommation d'électricité, donc la consommation énergétique du site, grâce à une initiative assez intelligente et peu coûteuse, peu compliquée à mettre en œuvre. Donc c'est en déployant dans l'ensemble de nos sites
Ce type d'initiative locale de réduction de l'impact environnemental et d'amélioration de la responsabilité sociale, qu'on contribue, qu'on apporte une pierre à une industrie plus respectueuse de l'environnement dans lequel elle se trouve. L'environnement est devenu un sujet majeur. Depuis une dizaine d'années, la Chine et la France ont fait beaucoup de projets dans ce domaine. Un mois franco-chinois de l'environnement a été initié il y a une dizaine d'années et le COP 15 va se tenir en Chine l'année prochaine. Quel regard portez-vous sur la coopération entre la Chine et la France dans le domaine de la protection de l'environnement? Alors c'est vrai que la protection de l'environnement est un sujet qui tient à cœur des deux pays, et qui est un sujet qui nous rapproche fortement et dans lequel l'industrie automobile s'inscrit totalement. Il y a des réglementations qui sont mises en place en France et en Europe, on va dire d'un côté, et en Chine, qui sont similaires et qui visent toutes les deux à faire en sorte que l'automobile soit plus respectueuse de l'environnement. Et ça, c'est seulement un des exemples, qui est l'exemple qui nous touche le plus et qui nous intéresse le plus parce que c'est vraiment l'exemple, le sujet sur lequel une société comme Valeo souhaite se positionner. Et il y a évidemment beaucoup d'autres degrés de coopération entre les pays, dans le monde de la biodiversité, par exemple, comme vous le mentionnez, ou le protocole de Nous avons beaucoup parlé du marché, de l'avenir du marché automobile avec des voitures électriques, voitures intelligentes. Et que peut-on imaginer notre vie à l'avenir avec tous les inconvénients, tous les avantages qui pourront être apportés par les nouvelles technologies? Effectivement, moi je vois vraiment dans les nouvelles technologies aujourd'hui dans l'automobile un avantage. Un avantage parce que le véhicule de demain, il sera électrifié. Donc on en a parlé, il sera bien moins consommateur de pétrole, voire totalement, évidemment totalement électrique. S'il est totalement électrique, fonctionnant uniquement à l'électricité. On a également comme avantage les nouvelles technologies dans l'automobile qui vont permettre à la fois très très immédiatement des véhicules pour particuliers, donc des véhicules que vous et moi pouvons conduire, qui seront plus sûrs, plus intelligents, plus connectés, parce qu'ils seront à même de prendre des décisions ou d'accompagner le conducteur dans sa conduite. Donc, soit prendre des décisions en urgence pour du freinage, ou nous décharger de moments qui sont moins intéressants, on va dire, dans la conduite, comme la conduite dans des embouteillages, ou ce qui est déjà aujourd'hui possible, grâce à des technologies comme Valeo, la possibilité de se garer de manière totalement autonome. Aujourd'hui, avec des systèmes d'ailleurs développés d'abord en Europe, puis aujourd'hui en Chine aussi, une voiture peut se garer totalement seule sans que le conducteur intervienne. Et en parallèle de l'assistance à la conduite dans des véhicules, on va dire pour particuliers, se développe une autre branche dans laquelle la Chine est également en pointe, qui est le véhicule partagé sans conducteur, donc on appelle robotaxi. Il y a des initiatives, alors il y a des initiatives partout dans le monde, mais en particulier en Chine, de robotaxi, c'est-à-dire de taxi sans conducteur, qui vous emmène d'un point A à un point B, mais dans un environnement urbain connu. Dans la ville de Canton, un service de robotaxi, et il est possible aujourd'hui d'aller de l'aéroport de Canton au centre-ville de Canton dans un véhicule expérimental, avec certes un chauffeur de sécurité qui est là au cas où, mais qui n'a même pas plus besoin d'intervenir sur l'ensemble du trajet. Donc on voit bien qu'on n'est pas très loin de l'avènement de ces services de robotaxi qui pourront vous permettre d'aller d'un point A à un point B dans un environnement urbain. Merci d'avoir participé à cette émission et merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À la prochaine.